C'est ta dernière chance de partir. Est-ce que vous plaisantez? C'est 5 contre 1. Après avoir payé une place de parking, Charlie s'installe sur le toit, fusil prêt, les yeux fixés sur la rue en contrebas. Il abat l'homme en costume sur le banc, puis vise la femme en blazer et l'élimine proprement. La panique commence à se répandre, mais il reste concentré. Il tire sur une autre femme en pleine marche, puis vise les coureurs, l'un seul, l'autre avec un enfant, et touche les deux. La police arrive sur les lieux, mais repère rapidement la position du tireur d'élite, même s'il s'est déjà enfui. Le détective Emerson intervient et fait le tour du périmètre, reconstituant calmement la façon dont le tireur a opéré et s'est échappé. Il récupère également des douilles sur place, qui sont immédiatement mises sous scellé comme preuve. L'équipe de médecine légale relève les empreintes sur la pièce récupérée dans le parc-mètre et trouve une empreinte de pouce appartenant à Jens Barr. Emerson conduit une équipe directement chez le suspect et le trouve inconscient, probablement à cause de flacons de pilules. Avec suffisamment d'éléments pour l'accuser de la fusillade, ils arrêtent l'homme. Une brève inspection de la propriété confirme leurs soupçons. La même voiture aperçue sur les images de vidéosurveillance en train de fuir le point de tir est garée dans son garage, et il possède du matériel pour fabriquer des balles. Au commissariat, l'officier s'assoit en face de lui tandis que l'homme reste menotté de l'autre côté de la table. Il reste silencieux et intense, fixant l'officier qui lui propose de faciliter les choses, surtout pour lui-même. Il lui tend un bloc-notes, s'attendant à ce qu'il renonce à son droit à un avocat et avoue, mais à la place, il griffonne un nom sur la feuille, Jacques Richer, et leur dit de le trouver. L'officier en parle au procureur, qui est stupéfait que l'homme en question n'ait laissé aucune trace, malgré des années passées dans l'armée. Son dossier fait état de médailles et de missions dont même les officiers supérieurs n'ont jamais entendu parler. Ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il serait presque impossible de le retrouver, à moins qu'il ne décide de se montrer lui-même. À ce moment-là, l'homme dont il parle entre dans la pièce. Il va droit au but, la légende acceptant de tout révéler à condition qu'on l'emmène voir le suspect, qui est maintenant dans le coma après avoir été violemment tabassé en route vers la cellule. Debout au-dessus de Barr, inconscient sur un lit d'hôpital, il demande à avoir accès aux preuves déjà recueillies, mais les autorités le lui refusent. Et juste après cela, il se dirige vers la porte. Il lui barre la sortie, d'une manière qu'il n'apprécie pas, même si c'est seulement pour l'empêcher de se rétracter, allant jusqu'à suggérer qu'il serait mal de laisser tomber son ami. Il les corrige immédiatement. Il n'est pas ami avec ce type. Hélène entre, calme mais déterminée, lançant une pique à Emerson et au procureur pour avoir interrogé son client sans sa présence. Elle s'arrête en voyant l'homme dans la pièce, manifestement surprise qu'ils aient réussi à le faire venir. Il ne réagit pas et garde un visage impassible jusqu'à ce que les deux policiers sortent. Alors que le duo s'apprête à partir aussi, il fait remarquer à quel point l'affaire est étrange, étant donné qu'elle va devoir affronter son propre père, le procureur. Elle essaie de relier son implication à un lien personnel avec le suspect, mais il coupe court une nouvelle fois, précisant qu'il est là uniquement pour enterrer cet homme. Après qu'il se soit déplacé dans un restaurant pour discuter, il commence par lui demander pourquoi elle irait à l'encontre du bureau de son père juste pour défendre quelqu'un qu'elle connaît à peine, surtout quelqu'un dont il est convaincu de la culpabilité. Elle explique qu'elle ne fait que son travail et, au-delà de ça, elle pense que certaines condamnations ont été obtenues trop facilement. L'homme campe toujours sur sa position, Barr est coupable. Jacques expose alors les antécédents du suspect depuis son temps passé au service. L'homme s'est entraîné sans relâche comme tireur d'élite, mais il n'a pas tiré une seule balle réelle pendant près de 2 ans après son arrivée en Irak. Finalement, l'envie d'utiliser cette compétence le submerge et il craque, abattant 4 hommes, un tir chacun. Elle demande comment il a réussi à éviter la prison, et on lui répond que ces hommes faisaient partie d'un groupe qui adressait régulièrement des femmes locales. Avec ce contexte, le commandement a enterré l'affaire. Même après cela, elle insiste sur le fait que Barr mérite toujours un procès équitable et affirme qu'elle est déterminée à le défendre, peu importe le passé de son père au tribunal. Elle propose à Jacques de devenir son principal enquêteur, espérant le convaincre de rejoindre l'équipe, mais il s'éloigne simplement. Au moment où elle appuie sur l'accélérateur pour partir, elle freine brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres du vétéran, qui revient à condition qu'elle enquête aussi sur les victimes. Il se met immédiatement au travail, passant en revue les preuves et les photos de la scène de crime. Pendant ce temps, Hélène tient sa promesse, frappe à une porte, et le père d'une des victimes la laisse entrer après l'avoir écoutée. Il parle un peu de sa fille, mais le ton change rapidement lorsqu'il commence à la bombarder de questions, agacé qu'elle puisse défendre un homme comme Barr. Au moment où elle commence à se sentir mal à l'aise et tente de partir, il lui ordonne de s'asseoir. Mais finalement, elle se précipite vers la porte, court jusqu'à sa voiture, pour tomber sur son père qui l'attend dehors. Le procureur a déjà tout appris, les rencontres de sa fille avec les familles, et pire encore, sa décision d'impliquer Jacques Richer dans l'affaire. Il lui dit d'abandonner tant qu'il est encore temps. Ce n'est pas seulement une affaire difficile, tout le système est ligué contre le suspect. Il pense aussi qu'elle fait tout ça uniquement pour se venger de lui, mais elle refuse de l'écouter.
Richard vient tout juste de terminer la visite d'une partie de l'armurerie du commissariat, et alors qu'il s'apprête à partir, il se demande négligemment pourquoi le tireur a taillé sa place de parking. Emerson n'y prête pas attention, mais l'autre type considère que c'est un détail à relever, le genre de chose qui a généralement son importance. Avant qu'ils ne se séparent, le détective glisse un petit test pour vérifier à quel point la mémoire de l'ancien soldat est affûtée. Au club plus tard dans la soirée, avec la musique qui bat son plein en fond sonore, alors qu'Emerson est plongé dans ses pensées, une jeune femme, Sandy, s'approche de l'homme solitaire pour tenter d'engager la conversation. Mais son humour teint sans rire la déstabilise. Vexée, elle frappe la table et se lève furieuse, attirant l'attention de ses soi-disant frères, cinq têtes brûlées prêtes à lui casser la figure pour avoir insulté leur sœur. Jacques n'a pas envie d'ennui et prévient même Jeb, celui qui se trouve devant lui, de reculer avant que ça ne dégénère, mais le gamin ne l'écoute pas. Il accepte de sortir avec eux et leur donne un dernier avertissement, expliquant comment ce genre de bagarre finit généralement mal pour des gars comme eux. Jeb fonce le premier et se fait mettre au tapis avec un coup de poing, un coup de coude et un violent coup de pied dans l'entrejambe. Les autres hésitent, mais ils s'en prennent quand même à lui, et en moins de 2 minutes, il les met tous à terre. Les sirènes retentissent à proximité, ce qui pousse Sandy et les 2 derniers frères encore debout à prendre la fuite, tandis que les autres restent allongés par terre en gémissant. Avant que les flics ne l'embarquent, il essaie d'obtenir des réponses du meneur, lui demandant qui les a payés pour déclencher la bagarre, mais le garçon ne parvient pas à répondre. Au poste, Emerson et Helen arrivent. Il l'informe que l'une de ses victimes ne retrouvera peut-être jamais l'usage complet de ses jambes. Richard ne montre pas beaucoup de compassion et leur dit franchement qu'il a été piégé, en évoquant le faux nom qu'il a donné à Sandy, son changement soudain d'attitude, la façon dont les frères sont arrivés au bon moment, et la rapidité avec laquelle la police est intervenue. Il est convaincu que quelqu'un a tiré les ficelles. Emerson reste dehors pendant que le militaire passe tout en revue avec Helen. Il est ensuite relâché et on lui dit qu'il pourrait y avoir un policier en civil qui le surveille, juste au moment où il signale qu'il est suivi. Jacques balaie ça d'un revers de main, il n'y croit pas, mais ne cherche pas non plus à trop discuter. Elle partage alors ce qu'elle a découvert sur les victimes. L'une d'elles était une nounou qui avait économisé pour un voyage tant attendu, mais qui avait choisi de le repousser pour continuer à s'occuper d'un enfant qu'elle adorait, pour finalement se faire tirer dessus ce jour-là. Une autre était femme de ménage, mère célibataire qui avait tout donné pour bien élever son fils, et ça avait porté ses fruits, il brillait à l'école. Pourtant, elle a été tuée alors qu'elle essayait d'obtenir des billets de baseball. Une troisième était une veuve qui se rendait à la banque pour obtenir un prêt afin de sauver l'entreprise de construction en difficulté de son défunt mari, une affaire qui ne l'intéressait pas, mais qu'elle se sentait obligée de maintenir à flot. Une autre victime venait tout juste de choisir un cadeau d'anniversaire pour son mari avant d'être abattu. Le dernier homme s'était disputé avec sa femme, mais il était prêt à faire la paix car il avait des fleurs avec lui, jusqu'à ce qu'une balle l'atteigne. De retour à l'appartement, Richard avance une théorie selon laquelle la femme qui avait acheté la montre et l'homme avec les fleurs n'étaient pas des inconnus. Ils avaient une liaison, probablement en se retrouvant en secret. Il lui demande d'obtenir les relevés financiers de Barr et une liste des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter pour l'aider à creuser davantage. Plus tard dans la nuit, le type qui suivait Jacques fait son rapport et Charlie n'est pas impressionné. Il le réprimande pour avoir utilisé des gros bras locaux, causé la mort de l'un des gars, et échoué malgré tout à gérer un simple ex-soldat. Il se fiche de savoir à quel point l'homme est coriace. Ce qui le dérange, c'est que tout le plan a été bâclé. Fizek intervient, silencieux mais inquiétant, et tout de suite, le traqueur de Jacques baisse les yeux, trop effrayé pour croiser son regard. L'homme plus âgé lui dit de se détendre, commence à parler de la Sibérie, des nuits glaciales, de la faim, et de la fois où il s'est coupé le pouce pour survivre. Maintenant, c'est à son tour, Karzek veut une preuve de loyauté de la même manière, il dit que s'il est vraiment sérieux, il doit se couper le pouce gauche net. Le gars essaie, mais il n'y arrive pas. Et juste comme ça, Charlie lui tire une balle dans la tête. Hélène remet les dossiers de Bart tout en conduisant avec l'homme à ses côtés. Il commence à voir l'affaire sous un autre angle maintenant, pensant que le tireur avait peut-être un complice, quelqu'un avec qui il s'était entraîné. Étant donné la vie discrète de Barr et ses longs trajets du week-end, il ne serait pas étonnant qu'il y ait un autre rangé dans l'histoire. Sa première étape est le magasin de pièces détachées que Sandy avait mentionné plus tôt. Le gars à l'accueil essaie de jouer les durs, menaçant d'appeler les flics, mais l'ancien soldat passe devant lui sans hésiter et entre à l'arrière. Il trouve la fille dans la salle du personnel, visiblement nerveuse. Elle déballe sa version, affirme que Jeb lui avait dit que c'était un pervers, c'est pour ça qu'elle était contente de le voir se faire tabasser. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là, ce qu'il veut, c'est une adresse. Elle la lui donne et il lui demande ensuite ses clés, techniquement la voiture de Jeb, et il la prend sans discuter. Avant de partir, il lui dit de disparaître un moment, laissant entendre que les choses vont dégénérer et qu'elle ne voudra pas être là quand ça arrivera. Il arrive chez Jeb, avec quelqu'un qui le suit toujours. Dehors, une vieille femme est affalée près de l'entrée, le regard vide, comme si elle était ailleurs. Il tente quelques questions légères, mais elle ne réagit même pas. Puis il remarque le tuyau à côté d'elle et se dit qu'elle est sûrement défoncée, alors il entre à l'intérieur. À peine il entre, elle compose soudainement un numéro derrière lui, clairement pas aussi absente qu'elle en avait l'air. Deux types lui sautent dessus, mais ils sont tellement maladroits qu'ils ne font que se gêner mutuellement.
l'un assomme accidentellement l'autre, se retrouvant ainsi à découvert. Le vétéran de guerre ne rate pas l'occasion et l'attrape, manquant de lui crever un œil. Le premier revient tant bien que mal dans la bagarre, mais ça tourne mal car l'enquêteur lui écrase son crâne luisant en plein dans la figure de son partenaire. Un troisième homme sort soudainement une arme derrière lui, mais au lieu de paniquer, l'ancien soldat pivote, le désarme et lui broie le bras. Il l'interroge sur Jeb, et le type craque vite, avouant qu'il y a vraiment un truc louche et donnant sa dernière localisation connue. Jack prend la voiture de l'homme et repart, toujours suivi par la même ombre silencieuse qu'auparavant. Jack revient voir Hélène avec la nouvelle que Jeb pourrait être mort, mais pas à cause du passage à tabac, et il partage ce qu'il a en tête depuis un moment. Il pense que la façon dont le tireur a exécuté le coup ne correspond pas à ce que Barr aurait fait. Le choix du point de vue lui paraît étrange, car Barr se place toujours avec le soleil dans le dos dans ce genre de situation. En plus, ce n'est pas le tireur le plus précis, mais il ne laisserait jamais de traces de doigts. Toute cette histoire pue le coup monter. Ses habitudes, ses balles, même la pièce avec son empreinte digitale, tout ça semble trop calculé. Il est persuadé que Barr a fait appel à lui parce qu'il savait qu'il ne courait pas après des chimères si quelque chose clochait, mais Hélène en a assez et ne veut plus entendre parler de théorie du complot. La raison pour laquelle elle a pris l'affaire n'a jamais été de blanchir un tueur, juste de lui donner une chance équitable au procès. En ce moment, il semble bien que son père avait raison et que ce soi-disant enquêteur cherche désespérément un sens là où il n'y en a pas. Elle voit un homme trop attaché au passé pour voir les choses clairement. Il réplique, posé et calme, lui donnant juste assez d'arguments pour qu'elle commence à douter. Puis il lui montre la voiture qui le suit depuis toute la journée et lui demande de vérifier d'aplomb. D'une manière ou d'une autre, la rumeur se répand et Zach l'apprend en premier, tandis que Charlie ne perd pas une seconde pour prévenir le conducteur qu'il a été repéré. Au bureau, Jack griffonne quelque chose sur un petit bout de papier et le passe à Hélène. Avant qu'elle ne le regarde, son téléphone sonne. Elle décroche, note quelque chose, et entre l'appel, le mot dans sa main et la plaque qui remonte aux entreprises Le Bandoé, tout s'éclaire. La femme qui se rendait à la demande de prêt bancaire était la véritable cible. Le reste, c'est juste du bruit pour masquer le mobile. Elle commence à se sentir complètement dépassée, même si une partie d'elle commence à croire qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il veut qu'elle aille plus loin, qu'elle creuse pour savoir qui a commandité le meurtre, mais elle n'est pas prête à aller jusque-là. Elle préfère s'en tenir à innocenter l'homme en garde à vue plutôt que de courir après des fantômes avec lui. Sandy est habillée pour sortir le soir quand Charlie s'approche, agissant de façon amicale et prétendant être un ami de Jeb. Il essaie d'orienter la conversation vers le fait de prendre un verre, mais elle refuse poliment, disant qu'elle est attendue ailleurs. C'est à ce moment-là que l'autre homme de main lui assène soudain un coup violent qui la met à terre sur le cou. Alors qu'elle est au sol, Charlie lui couvre le nez et la bouche, l'empêchant de respirer, et l'étouffe jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ce même soir, la conseillère décide de rester sur l'affaire. Elle se présente avec de nouvelles informations pour son enquêteur principal. Elle a trouvé un stand de tir qui correspond au type de précision qu'il surveillait, et elle prévoit aussi d'examiner les dossiers juridiques d'Alain Archer pour voir si quelqu'un avait une rancune contre elle ou son défunt mari, quelqu'un qui aurait pu vouloir sa disparition. Mais il met rapidement un terme à cela, la prévenant que si leur théorie s'avère juste, ces gens-là n'hésiteront pas une seconde à l'éliminer juste parce qu'elle fouine. Emerson traite la scène de crime impliquant Sandy et commence immédiatement à chercher quelqu'un capable de tuer d'un simple coup de poing. Jack, sachant qu'il est surveillé, se rend chez Sandy et aperçoit son corps qu'on évacue sur une civière. L'agent de police le voit garé à proximité et la colère commence à bouillonner sous la surface. L'ancien soldat le remarque tout de suite et se prépare discrètement à prendre la fuite si les choses tournent mal. Le flic lui ordonne de sortir de la voiture, mais il refuse, alors il passe la marche arrière et s'enfuit à toute vitesse. C'est tout ce qu'il faut à l'agent pour le considérer comme suspect, déclenchant une véritable course-poursuite policière. Il échappe aux voitures de patrouille qui foncent sur lui et commence à poursuivre Charlie, qui s'enfuit déjà pour éviter de griller leur couverture. Jack les percute à plusieurs reprises, essayant de les faire sortir de la route, mais ils tiennent bon, refusant de se laisser faire. Avec les flics toujours à ses trousses et lui focalisés sur les méchants, sa voiture cale brièvement mais redémarre, et la poursuite reprend à travers la ville. Même si les suspects parviennent à lui fausser compagnie, il repère une ruelle dans laquelle ils pensent qu'ils se sont engouffrés, l'inspecte minutieusement et les aperçoit. La poursuite déborde à nouveau sur la route principale, mais cette fois un hélicoptère survole la zone, inondant les environs de son projecteur. Ils essaient de l'encercler à un carrefour, mais ils trouvent une issue et restent collés au basque de Charlie. Après que les autres aient disparu, ils terminent la poursuite en sortant de la voiture encore en marche et en se fondant dans une foule de passagers de bus qui attendent, dont l'un lui tend une casquette pour l'aider à rester discret. Les flics se ruent sur le véhicule juste après, pour ne trouver personne à l'intérieur, tandis que le bus s'éloigne avec lui discrètement à bord. Emerson et le procureur du district débarquent chez Hélène, la pressant de questions sur l'identité de Jack et l'endroit où il se trouve. Elle affirme n'en avoir aucune idée. Mais quand elle commence à sentir qu'il la traite comme une complice, elle explose, surtout contre son père, qui lui rappelle qu'il l'avait prévenu de ne pas fréquenter quelqu'un comme Richard. Pendant qu'il continue de parler, elle s'éloigne pour prendre un appel. C'est le fugitif lui-même,
qui insiste calmement sur le fait qu'on le fait accuser à tort pour le faire disparaître. Il ajoute pourtant qu'il ne compte pas fuir et qu'il reste pour se battre. Il la prévient de se méfier des hommes actuellement dans son appartement, surtout de celui qui fait semblant de s'inquiéter pour elle en lui conseillant de s'éloigner de lui. Ce qu'il dit commence à faire tilt, et quand les deux hommes s'approchent pour lui demander avec qui elle parlait, elle leur dit simplement de partir. Pendant ce temps, l'homme se rend au stand de tir. Martin, le propriétaire, l'accueille d'abord chaleureusement. Mais dès qu'il entend le nom de bar, son ton change. Jacques insiste, même après avoir révélé qu'il n'est pas policier, et Martin accepte de lui dire ce qu'il sait à une condition. Il doit toucher le centre de la cible 3 fois en 3 tirs à longue distance. Il relève le défi et se met en position, se remémorant le passage de Bar en Irak pendant qu'il tire. Il n'atteint pas le centre à chaque fois, mais son groupement est suffisamment bon pour impressionner Martin, qui accepte de répondre à une question. Il demande qui est le meilleur tireur que le stand ait jamais vu, et Martin confirme que c'était James Barr, allant même jusqu'à sortir des cibles en papier des séances précédentes. Mais l'enquêteur n'y croit pas, car il sait que Barr n'est pas capable de tirer aussi proprement. Il suggère que quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, a fait ces tirs et a laissé Barr en récolter le mérite. Martin ne comprend pas pourquoi quelqu'un abandonnerait une telle performance, mais Jacques fait remarquer que si le vrai tireur avait un motif, cela aurait du sens. Il consulte la vidéosurveillance du stand et finissent par repérer qui venait régulièrement avec Barr, Charlie. Il récupère rapidement les cibles du stand comme preuve et appelle Hélène pour lui faire part de ses découvertes, la prévenant de ne faire confiance à personne avec ses informations. Mais elle ne peut pas parler car elle est assise en face de son père, exposant à quel point la corruption de Le Bandoué est profonde. Elle est troublée que les autorités continuent de fermer les yeux sur le chaos provoqué par l'entreprise. Son père suppose que les plaintes venaient probablement de concurrents jaloux, ce qui explique pourquoi personne ne les a prises au sérieux. Elle rétorque que les autorités sont soit de mèche avec Le Bandoué, soit trop effrayées pour l'affronter à cause de ce qui arrive à ceux qui essaient. C'est alors qu'elle réalise que le fait d'avoir consulté ses dossiers sous son propre nom a peut-être révélé son identité. Elle joue donc la carte de la fille et supplie son père de mettre sa sécurité avant tout. Il accepte de la protéger, mais pas selon ses conditions. Il attrape le téléphone pour organiser une protection policière, mais elle refuse catégoriquement et quitte la pièce furieuse. En sortant, elle croise un agent d'entretien en train de passer l'aspirateur. Quelques pas plus loin, le bruit s'arrête et l'homme a disparu. Elle continue de faire comme si de rien n'était et se dirige vers l'ascenseur, où Emerson la rejoint. Le trajet est tendu. Elle sent déjà que quelque chose cloche, et elle a raison. Avant qu'elle ne puisse appuyer sur un bouton, le détective l'attrape et la neutralise avec un tasé, la faisant tomber sur le champ. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et 2 hommes l'attendent pour l'embarquer de force. Pendant ce temps, Jacques appelle Hélène, mais c'est Charlie qui décroche. Elle est attachée sur un chantier, et il met les choses au clair, vient dans une heure où elle sera blessée. Mais le vétéran de guerre n'est pas dupe et précise qu'il pourrait tout balancer aux fédéraux, du stand de tir jusqu'au reste. Avant de raccrocher, il dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la dame. Ça déstabilise le tireur de Zek et ça la terrifie. Il rappelle, cette fois en promettant simplement qu'il va le tuer. Charlie essaie de faire comme si de rien n'était, mais la ligne coupe à nouveau, ce qui le pousse à bout. Puis vient un 3e appel où il met les choses au clair. Il n'a rien à perdre et ce qu'il fera si on le pousse à bout ne sera pas joli à voir. Il est prêt à se rencontrer, mais si jamais il rappelle et qu'Hélène ne répond pas elle-même, c'est fini, il disparaîtra. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'ils ne le verront même pas arriver. Jacques arrive sur place avec Martin, à qui il avait demandé des armes à feu, mais le vieil homme se pointe avec un couteau à la place, expliquant qu'il ne peut pas lui donner d'armes à feu. Malgré tout, il est prêt à aider. Il remarque que l'ancien soldat a un peu perdu la main. Alors qu'il s'installe à un point d'observation, le vieux lui rappelle les bases du tir, lui offrant une petite remise à niveau. Pendant ce temps, l'avocate, toujours rattachée, commence à remettre en question les méthodes de Zek, cherchant à comprendre ce qui motive un homme comme lui. Mais Zek ne donne pas de vraies réponses, il essaie seulement d'instiller la peur. Elle se tourne vers Emerson et lui demande pourquoi il s'est mêlé à tout ça, et il répond simplement qu'il n'avait pas le choix. C'est alors que Zek menace que, si son père ne lâche pas l'affaire, les choses empireront pour eux deux. Jacques appelle et elle décroche. Il lui dit d'avoir confiance en elle et en lui, et lui promet que tout ira bientôt mieux. Puis il arrive en voiture, reculant jusqu'à la cour. Quand les hommes de Zek remarquent son arrivée, Charlie se place en hauteur pour le sniper, mais Jacques reste allongé sur le siège, pas assis comme prévu, ce qui fait rater le premier tir. Les tireurs au sol ouvrent le feu, mais n'arrivent pas non plus à la table. Martin, presque aveugle et se fiant au bruit, tire en direction du chaos, forçant les hommes de Zek à se mettre à couvert et donnant à son partenaire l'occasion de bouger une fois la voiture arrêtée. Sa voiture étant coincée, son objectif est d'atteindre la caravane à pied, mais il a besoin que le propriétaire du stand continue de distraire les hommes. Pendant qu'il se faufile d'un abri à l'autre, le vieil homme touche l'un des hommes de Zek au bras. Le gros homme de Marie boste, essayant d'atteindre à la fois Martin et Jacques, mais Richard le surprend, lui fracassant la tête 2 fois avec une pierre, puis achevant celui qui était blessé. Charlie repère la position du sniper et ouvre le feu. Mais maintenant qu'il essuie des tirs venant de plusieurs directions et que son arme se bloque, il prend la fuite et se cache.
ce qui laisse à l'ex-soldat le temps d'entrer dans le camping-car et de découvrir qu'il est vide. Jack envoie son partenaire conduire un camion Ben vers le côté du site où Hélène est retenue afin de semer la confusion. Profitant de la diversion, il s'infiltre discrètement et neutralise silencieusement deux des hommes de Zek. Charlie le traque sous la pluie, mais c'est lui qui finit par être chassé, car l'autre surgit derrière lui et lui ordonne de lâcher son arme. L'homme abandonne aussi son propre pistolet, voulant régler ça à main nue. Il fonce sur le tireur, l'écrasant contre une épaisse plaque d'acier, puis lui assène quelques coups de poing. Le dernier sbire encore debout parvient à riposter avec quelques coups, mais l'ancien soldat reprend le dessus, lui assénant un coup dans la jambe qui le fait hurler, suivi d'un autre qui l'envoie s'écraser au sol. Le tireur sort un couteau de son étui à la cheville, mais le combattant le met de nouveau à terre, le renverse et lui enfonce son genou dans le visage. Alors qu'il essaie de ramper pour s'échapper, le vétéran lui attrape la main et la tord, arrachant un cri encore plus fort qui fait tressaillir Emerson là où il se cache. Jack met fin au combat en écrasant le visage du tireur d'un coup de botte, l'assommant sur le cou. Il se dirige vers la caravane où le flic Vero retient Hélène. Emerson se cache derrière elle, utilisant l'otage comme bouclier. Mais l'homme à l'extérieur l'interpelle, affirmant qu'il savait depuis le début qu'il était corrompu. Sans perdre de temps, et malgré le bouclier humain, il abat l'officier d'une balle. Zek reste assis derrière, observant pendant qu'Hélène met les choses au clair, écartant l'idée que son père ait pu être impliqué, mais ce détail n'a aucune importance pour l'homme armé. Il s'approche de la silhouette silencieuse qui finit par parler, disant que le nom qu'il a donné est tout ce dont il se souvient. Elle prend son téléphone pour appeler la police, tandis que Jack annonce au vieux tueur ce qu'il attend, la prison. Zek n'est pas de cet avis, affirmant que c'est le vétéran qui finira en prison pour meurtre, tandis que lui passera pour un vieil homme au mauvais endroit. Le vétéran voit la vérité là-dedans et lui tire une balle dans la tête. L'avocate est stupéfaite, demandant comment cela aide à innocenter Barr ou même lui-même. Mais l'homme insiste sur le fait que la justice a été rendue. Elle ne voit pas en quoi ce genre de justice aide qui que ce soit légalement, mais il pense qu'elle est plus que capable de gérer cette partie. Avec les flics maintenant en route et Martin qui insiste pour qu'ils partent avant l'arrivée des renforts, les deux s'en vont. Hélène rend visite à Barr à la clinique où il est réveillé, mais encore confus et incertain de toute l'histoire. En larmes, il dit qu'il n'essaiera pas de se défendre contre ce qu'il attend, même s'il n'a rien fait. Pour lui, c'est le karma pour ce qu'il a fait dans le passé. Elle sort les photos de la scène de crime et lui demande de lui expliquer comment il aurait procédé s'il avait commis l'opération. Sa description finit par confirmer la théorie de son partenaire. Son père reste à côté et entend tout, et même si elle promet de sortir Barr de ce pétrin, l'homme alité à l'hôpital pense le contraire. Il sait qu'il ne sera jamais vraiment libre, pas tant que l'homme qui a promis de surgir au moindre faux pas, et cet homme n'est autre que Jack Reacher. Salut tout le monde. D'habitude, je fais mes résumés en qualité 4K et toujours à 60 images par seconde, mais ça prend énormément de temps à rendre. Avez-vous apprécié regarder cette vidéo en 4K à 30 images par seconde ou préféreriez-vous attendre un jour de plus pour la voir en 60 fps complet? S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup et merci infiniment pour tout votre soutien.